Quel paradoxe, n'est-ce pas? Nous avons de quoi nourrir plus de 12 milliards de personnes, si l'on tient compte seulement des produits agricoles qui sont effectivement produits. Nous avons 4600 kilocalories par jour et par personne qui sont disponibles. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons d'abord sur ces 4600 kilocalories une partie importante, à peu près un tiers, qui est gaspillée, perdue parce que le système est inefficient et ne fait pas de cela une priorité. Nous avons une partie importante du blé, du maïs qui est produit, du soja, qui va vers l'alimentation du bétail. Nous avons aussi une partie importante de ce qui est produit, de plus en plus importante, qui va vers la production d'énergie. Le biodiesel, l'éthanol a vu sa demande augmenter considérablement et malheureusement, jusqu'à récemment, les gouvernements ont encouragé cette tendance à force subsides et choix réglementaires. Et donc, il reste tout juste ce qui permet de nourrir une population d'un peu plus de 7 milliards et malheureusement des écarts de revenus considérables entre les personnes qui fait qu'un trop grand nombre de personnes sont pauvres, trop pauvres pour pouvoir s'alimenter décemment. Ce que Jean Ziegler voulait dire quand il parlait d'un crime, c'est que ce sont des morts évitables. C'est que la question de la faim, de la malnutrition est une question qui est politique et qui n'est pas technique. Nous avons toutes les solutions techniques requises, mais nous avons des gouvernements qui ne font pas de cela une priorité et qui n'acceptent pas de reconnaître que, à travers certaines décisions courageuses, le problème de la faim pourrait être résolu. En universalisant la protection sociale, en ayant des politiques sociales beaucoup plus redistributives, en ayant une priorité donnée à l'alimentation par rapport aux autres demandes qui sont adressées au secteur agricole et en ayant une meilleure représentation des paysans dans les choix politiques, on peut aller très vite vers la solution de ce problème qui nous hante. Sur le climat, vous savez, nous nous gargarisons d'illusions. Le mot à la mode, c'est celui de la croissance verte, qui parie sur le génie de nos ingénieurs à trouver les innovations technologiques qui vont nous permettre de décarboniser notre croissance. C'est une pure utopie. Depuis 1990, au moment où nous connaissions le problème du changement climatique, c'est en 1988, rappelons-le, que le GIEC a été formé. Nous avons vu l'intensité en carbone de la croissance décroître d'à peu près 0,7% par an. On a donc effectivement un PIB qui n'a pas cessé de progresser, mais qui peu à peu se décarbonise. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une population qui augmente de à peu près 0,8% de l'an et on a des revenus qui augmentent à l'échelle mondiale de 1,4% de l'an. En d'autres mots, cet verdissement de la croissance est insuffisant à compenser l'augmentation de la population et a fortiori impuissant à compenser l'augmentation de la population combinée avec l'augmentation des revenus et donc de la consommation. La réalité, c'est que sans revoir nos modes de consommation, sans revoir le type de vie que nous menons dans les sociétés affluentes, l'on ne parviendra jamais à réduire, si vous voulez, les émissions de gaz à effet de serre dans des proportions qui seraient nécessaires pour éviter une catastrophe à l'horizon 2080. Acceptons de voir qu'il faut réexaminer nos manières de produire, de consommer, de nous déplacer, de nous chauffer de manière suffisamment radicale. Et ne prétendons pas qu'on peut continuer comme si de rien n'était. Pourquoi est-ce qu'on peut prétendre cela aujourd'hui? C'est parce qu'on se fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sans lier cela au commerce international. Et l'on peut se prétendre vertueux parce qu'on voit nos émissions de gaz à effet de serre se réduire progressivement pour une raison très simple, c'est que nous faisons produire ailleurs pour satisfaire nos besoins et nous externalisons toutes les industries polluantes, nous importons simplement ce qui nous permet de continuer de vivre comme si de rien n'était. C'est une hypocrisie complète. Et quand le protocole de Kyoto a été négocié en 1997, cette hypocrisie était connue, dénoncée par les scientifiques qui disaient que l'on ne pouvait pas accepter que, par exemple, l'Union européenne s'engage à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre en ne comptabilisant que ce qui est produit dans l'Union européenne
et ce qui résulte d'émissions liées à notre consommation si l'on ne tient pas compte aussi des émissions de gaz à effet de serre qui sont dans les marchandises que nous importons pour satisfaire nos besoins. Et donc, au fond, on se prétend vertueux simplement parce qu'on importe toujours plus et que l'on prétend par conséquent réduire notre empreinte écologique. Mais c'est faux. Et il faut aller vers, je crois, une prise de conscience beaucoup plus forte de cette hypocrisie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croissance et pourquoi est-ce que les politiques n'osent pas franchir, je dirais, cette espèce d'écueil dans le discours qui est celui de la décroissance? Essentiellement pour deux raisons. D'abord parce que les pays aujourd'hui sont endettés et que le coût de remboursement de la dette est d'autant plus important que l'on ne fait pas croître l'économie. Donc il y a là un problème macroéconomique important lié au poids de la dette publique dans les budgets des États. La solution passe par une restructuration des dettes publiques et par des mécanismes qui permettent de progressivement se débarrasser de ce fardeau, sans que ceci doive déterminer nos choix de société, comme c'est le cas aujourd'hui. Deuxièmement, la croissance est vue comme nécessaire parce qu'on a introduit des technologies qui permettaient d'augmenter la productivité du travail, c'est-à-dire en fait de détruire de l'emploi pour permettre à chaque travailleur de produire un output plus important, mais ça signifie qu'il faut croître par ailleurs l'économie pour créer de l'emploi pour d'autres qui n'en ont pas, qui ont perdu leur emploi en raison des innovations technologiques. Les innovations technologiques créent parfois de l'emploi pour certains, les personnes qui sont les mieux outillées pour cela et pour s'inscrire dans ces révolutions technologiques successives, mais l'augmentation de la productivité du travail, malgré tout, a rendu la croissance nécessaire pour ne pas avoir une société caractérisée par un chômage de masse. Je crois par conséquent qu'il faut aller vers une société où le travail sera moins central, où on attachera beaucoup plus d'importance aux loisirs, où l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale sera bien meilleur qu'il n'est aujourd'hui. Au fond, on a dégagé du temps pour les gens grâce au gain de productivité du travail, mais ce temps, il a été utilisé non pas pour la culture, la musique, la conversation entre amis, il a été utilisé pour travailler encore plus et pour gagner encore davantage et pour consommer toujours plus. Et ça me paraît une impasse qui est au fond une sorte d'aveu d'impuissance. Nous sommes extrêmement immatures dans notre manière de concevoir l'avenir des sociétés.